Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Une société raciste n'est pas la collection composite de groupes hétérogènes, mais fonctionne suivant un système de relations entre groupes de pouvoir inégal. Non, la race n'existe pas. Si, la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités. Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, dans une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à une analyse historique de la révolution, de la contre-révolution et de la guerre en Syrie, donc depuis 2011 et puis plus largement sur les racines historiques de l'insurrection de 2011, même si on va surtout se consacrer dans l'émission sur la période évidemment actuelle. Et donc pour parler de la révolution, de la contre-révolution et de la guerre en Syrie, nous sommes avec Vivian Petit, donc qui est notamment auteur, co-auteur de plusieurs articles à ce sujet. Donc bonjour Vivian. Bonjour, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir, notamment parce que dans le contexte actuel, ça me paraît quand même important de rappeler ce qu'a été et ce qu'est l'insurrection syrienne. Quand on voit que, en gros, de l'extrême gauche à l'extrême droite, même si c'est pas homogène et pas le seul discours, il y a quand même un certain nombre de gens qui nient le fait qu'il y a eu effectivement une insurrection en Syrie et une mobilisation très très large de la population. Que c'est pas seulement un complot, en gros. Et ça me paraît quand même important de le rappeler, de pas applaudir à l'anéantissement de cette insurrection, quand on voit ce qui se passe notamment à Idlib. Et voilà. Et sinon, juste pour préciser, je suis pas un spécialiste de la Syrie, j'ai pas eu l'occasion d'y aller. Cela dit, pour préparer cette émission, j'ai notamment réalisé un certain nombre d'entretiens avec des réfugiés syriens en France, des révolutionnaires syriens donc, et avec un certain nombre de Français qui ont eu l'occasion d'aller en Syrie au Rojava. Alors du coup, pour comprendre voilà ce qui s'est passé en 2011, il nous semblait important quand même de revenir sur comment est-ce qu'on en est arrivé à la situation de 2011. Donc il faut rappeler que à la période ottomane, donc qui dure à peu près du XVIe siècle jusqu'au début du XXe siècle, la Syrie est caractérisée par une formation sociale de type féodal, avec une domination de l'aristocratie turque, puis juste en dessous des grands propriétaires et commerçants arabes, et en dessous encore des artisans et des paysans. Cette situation va basculer en raison de la Première Guerre mondiale, puisqu'il va y avoir une sorte d'alliance entre l'impérialisme anglais et français d'une part, et les masses arabes d'autre part, contre l'Empire ottoman, avec la promesse de la formation d'un grand royaume arabe après la Première Guerre mondiale. Cette promesse est trahie et ça va mener à ce que la France devienne la nouvelle puissance colonisatrice de la Syrie, puisque elle va se voir accordée par la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU et qui en réalité est surtout une sorte de conglomérat inter-impérialiste dominé par les Français et les Britanniques. Donc la France va se voir accorder un mandat de la Société des Nations sur la Syrie qui va être instauré dans le sang par la répression des forces anticolonialistes. Et également, il va y avoir à ce moment-là la trahison d'un État kurde
qui était promis en 1920 et qui va être abandonné en 1923. Alors cette période coloniale, elle est intéressante pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que, en accord avec la logique coloniale globale de diviser pour mieux régner, de s'appuyer sur une minorité pour mieux dominer la majorité des colonisés. Donc c'est le cas par exemple en Irak où le pouvoir britannique va s'appuyer sur la minorité sunnite aux dépens de la majorité chiite. Eh bien en Syrie, ça prendra la forme de la promotion des Alaouites, qui à l'époque sont la minorité la plus opprimée, la plus marginalisée, en raison notamment du caractère hérétique de la religion alaouite, qui est une forme de syncrétisme néoplatonicien, islamique, formalisé dans l'Antiquité tardive, donc quelque chose qui ne plaît ni aux chiites ni aux sunnites. Et donc ces alaouites extrêmement pauvres, qui vivent principalement dans les montagnes de ce qu'on appelle depuis le pays alaouite, donc situé au nord-ouest de la Syrie actuelle, eh bien ils vont être promus dans l'appareil d'État colonial et dans l'armée de supplétifs de la colonisation française. Et c'est évidemment ce qui va expliquer pourquoi est-ce que c'est dans les Alaouites que va se former la caste qui va dominer le pays à partir des années 60. On va y revenir. Ensuite, on peut également noter le fait qu'il y a une répression tous azimuts par le colonisateur français de mouvements anticoloniaux qui sont déjà multiconfessionnels. Donc c'est pas une invention de 2011, la multiconfessionnalité de la révolte, puisqu'il y a un célèbre héros alaouite des mouvements anticoloniaux figure qui va d'ailleurs être remis sur le devant de la scène en 2011. Alors, la Syrie va ensuite accéder à l'indépendance en 1946 et va très rapidement perdre face à Israël en 1948. Alors, après une période instable politiquement, qui est marqué par une domination des grands propriétaires terriens et commerçants arabes, il va y avoir un renversement par le parti Baas, donc qui est un parti qu'on retrouve dans d'autres pays arabes, qui est globalement caractérisé par un nationalisme arabe, partisan d'un capitalisme d'État modernisateur et dictatorial sur le modèle de l'URSS et relativement proche géopolitiquement de l'URSS, même si formellement il y a un non-alignement. Alors, il va y avoir pas mal de projets de fusion des différents États dans lesquels le parti Baas est au pouvoir, avec notamment la réunion brève entre la Syrie et l'Égypte de Nasser, la République arabe unie de 1958 à 1961, qui va être finalement interrompu par un coup d'État d'officiers syriens qui estiment que, à juste titre, que la Syrie devient simplement une province de l'Égypte. Et notamment, à la tête de ce coup d'État, on retrouve Hafez el-Assad, le père du dirigeant actuel Bachar el-Assad, qui va bientôt concentrer entre ses mains l'intégralité du pouvoir et constituer ainsi un État dictatorial qui d'un côté réprime tout ce qu'il n'a pas réussi à coopter et d'autre part a réussi quand même à coopter une bonne partie de la gauche, du parti communiste, du mouvement socialiste, des nationalistes arabes de gauche, etc. Qui fonctionne également sur un mode clientéliste et sur un mode patrimonial, c'est-à-dire que petit à petit, finalement, l'État syrien devient la propriété de Hafez el-Assad et de ses proches. Alors Hafez el-Assad va, comme dans d'autres pays arabes, tenter une modernisation industrielle autocentrée sur un mode soviétique, avec donc un protectionnisme absolu, avec l'idée avec une industrialisation, de développer un marché intérieur grâce aux salaires donnés aux ouvriers, et que petit à petit, la Syrie accéderait au stade d'une société capitaliste développée, donc dans le cadre d'un capitalisme d'État. Finalement, ça va être un échec comme partout ailleurs d'ailleurs dans le monde arabe, à l'exception, si tant est qu'on peut l'inclure, de l'État d'Israël. Échec qu'on peut expliquer par le fait que le retard industriel était de toute façon déjà un petit peu trop important. Comme pour industrialiser, il faut importer énormément de matériel, etc. Même si c'est des moyens de production et pas des moyens de consommation, ça va quand même endetter énormément le pays et le laisser finalement dépendant de l'extérieur, ce qui n'est pas vraiment l'objectif de ce type de développement autocentré. Alors suite à cet échec, qui est aussi celui de l'échec de la revanche sur Israël, avec la double défaite en 1967 et 1973,
il va y avoir voilà, un éclatement finalement de ce nationalisme arabe aligné sur l'URSS, puisque la Syrie va se rapprocher de l'Arabie Saoudite, va intervenir au Liban contre les Palestiniens, va soutenir le PKK contre la Turquie, tout en réprimant le peuple kurde et en colonisant son territoire. Donc finalement, un opportunisme géopolitique et puis également la montée voilà, d'un impérialisme voilà, avec l'intervention au Liban. Alors aussi, ce qui caractérise surtout la période à partir des années 1980, c'est que face à l'échec de cette modernisation de rattrapage industriel autocentré sur le modèle de l'Union soviétique, le capitalisme d'État, etc., on va assister à une néolibéralisation de l'économie, avec d'une part une concentration clientéliste aux mains des proches de Assad des anciennes entreprises d'État, un exode rural massif avec la libéralisation du marché foncier et le détricotage de la réforme agraire, un appauvrissement. Et tout ça va évidemment saper la légitimité du régime, dont les politiques avaient quand même bénéficié à une partie de la paysannerie, et ça va créer les conditions à long terme du soulèvement de 2011, dont on va parler dans cette émission. Ce qui est assez frappant, c'est comment les deux arguments centraux des partisans du régime, c'est-à-dire le fait que d'une part, ce serait un régime anti-impérialiste, opposé notamment aux États-Unis et à Israël, et d'autre part, le fait que ce serait un État fort avec des politiques sociales, sont des arguments qui sont démentis par les faits, par des faits qui sont une partie des causes de l'insurrection. Le régime du parti Baas, c'était, comme tu le disais, à la fois un régime nationaliste arabe et aussi un régime nationaliste syrien. C'était par exemple l'ennemi du parti Baas irakien. Et pour ça, par exemple, les Basses syriens, le régime d'Hafez el-Assad a soutenu l'Iran dans la guerre entre l'Iran et l'Irak. Et on pourrait faire en fait limite une liste de ce qui contredirait l'image anti-impérialiste du régime syrien. Ils ont soutenu la première guerre du Golfe et ils ont beaucoup instrumentalisé la question palestinienne, mais sans soutenir effectivement les Palestiniens. Même on parle par exemple du soutien du régime à des groupes armés palestiniens, mais c'est beaucoup plus une manière de les féodaliser que de les soutenir dans leur lutte contre le colonialisme israélien. On peut prendre l'exemple par exemple de l'ALP, l'armée de libération de la Palestine, qui est la branche armée de l'OLP, et qui en Syrie en fait est devenue une sorte de milice au service du pouvoir, et pas une armée de libération de la Palestine, contrairement à ce que dit son nom. Et aussi, il y a eu un expansionnisme syrien, notamment dès 1976 avec l'intervention de la Syrie au Liban, et c'était une intervention notamment contre l'OLP et contre ses alliés libanais, ce qui a fait le jeu d'Israël, avec aussi des énormes crimes de guerre contre les Palestiniens, notamment le massacre de Tel Zahatar, qui est resté assez célèbre, notamment pour ce que Jean Genet a écrit dessus dans Un captif amoureux, quoi. Et jusque dans les années 80, le régime syrien a soutenu les milices chrétiennes les plus réactionnaires contre les Palestiniens. Et dans les années 2000, justement, dans une volonté de réprimer la société civile, dans une volonté de prévenir toute forme de militantisme indépendant du régime, il y a eu des personnes qui ont été arrêtées en Syrie simplement parce qu'elles étaient engagées dans des campagnes de soutien aux Palestiniens, quoi. Et sur le second argument, c'est-à-dire l'idée que ce serait un État fort avec des grandes politiques sociales, en fait, une des raisons qui font que Bachar al-Assad a eu plutôt une bonne image en Occident au début des années 2000, ce qui est par exemple témoigné par son invitation par Sarkozy au défilé du 14 juillet en 2008 à Paris, c'est sa politique néolibérale. C'est une politique qui avait commencé sous son père, notamment dans les années 90, avec une ouverture du marché, une concentration du capital quand même vraiment importante, et en fait l'apparition d'une haute bourgeoisie encore plus importante que sous l'Empire ottoman, quoi. Et pour parler donc de la suite, avec Bachar al-Assad qui prend le pouvoir en 2000 à la mort de son père, il y a à ce moment-là une communication à propos d'une forme d'ouverture et de démocratisation. Par exemple, le pouvoir annonce en grande pompe qu'il autorise des militants des droits de l'homme à s'exprimer, qu'il légalise diverses publications, comme celle par exemple du Parti communiste syrien. Et en fait, rapidement, il y a une refermeture, quoi.
Par exemple, il est interdit dès ce moment-là, de nouveau, d'organiser une réunion si l'État n'est pas informé plusieurs semaines à l'avance. Les organisations qui voudraient organiser des réunions doivent transmettre la liste des participants, des sujets abordés, etc. Et systématiquement, en fait, il y a des dirigeants locaux du parti basse et des agents du renseignement qui sont envoyés par l'État dans les réunions pour dissuader toute forme d'organisation, quoi. Mais les médias occidentaux, par exemple, à ce moment-là, on parle peu de ça, de cette refermeture très très rapide, et garde une image de libéralisation en trompe-l'œil, quoi. Et ça, il semble que c'est surtout lié du fait des privatisation des terres, des banques, de l'industrie, et à ce qu'on appelle une ouverture économique, en fait, c'est-à-dire une politique de privatisation massive, de recul des droits sociaux et de concentration du capital par une minorité, quoi. Et c'est ça qui fait que la bourgeoisie française ou Sarkozy, à ce moment-là, vont se rapprocher de Bachar al-Assad en 2008. Juste, faut savoir que le peuple qui se soulèvera en 2011 sera face à un pouvoir qui a déjà fait face à des révoltes les années précédentes. On peut parler de l'intifada kurde de 2004, donc un soulèvement général des populations kurdes qui fait suite à un match de foot à Kamishli, au Rojava. Et en fait, après ce match, il y a des affrontements entre supporters et l'intervention policière fait 36 morts. Ça sera des manifestations, des émeutes pendant 3 semaines à Kamishli, à Kobané, à Afrin, aussi dans les quartiers kurdes de Damas et d'Alep. Et ça sera totalement écrasé dans le sang, avec 2000 arrestations, la torture en prison, 5 personnes qui meurent sous la torture, etc. Et un régime qui aura aussi été affaibli par le soulèvement au Liban, en fait, en 2005, suite à l'assassinat de Rafik Hariri, le Premier ministre, et où ce sera en fait le régime syrien et le Hezbollah, son allié, qui seront suspectés, quoi. Et en fait, il y a à ce moment-là des manifestations massives au Liban contre la Syrie, et ça débouche en fait sur le retrait des troupes syriennes du Liban et sur le retour en fait forcé des travailleurs syriens du Liban, alors que c'était quand même une source économique non négligeable en Syrie, quoi. Et tout ça, ça crée un affaiblissement du régime et parallèlement, il y a un début de structuration d'une opposition, quoi. Et avec qui a un peu symbolisé par la déclaration de Damas, quoi, qui était une déclaration d'un certain nombre de partis politiques d'opposition en 2005, qui s'est signée par plusieurs organisations politiques. Il y a des nationalistes, des libéraux, des islamistes, etc. Deux organisations kurdes, l'Alliance démocratique kurde et le Front démocratique kurde. Il n'y a pas le PYD, la branche syrienne du PKK, qui à ce moment-là est vraiment vu comme une sorte d'opposition officielle et un parti assez proche du régime, notamment du fait de sa grande proximité avec le régime dans les années 80, la formation militaire du PKK assurée par la Syrie au Liban, etc. C'est quelque chose qui change quand même à la fin des années 90 quand il y a un réchauffement entre la Syrie et la Turquie. Mais avant 2011, le PYD était dans une sorte de coalition d'opposition officielle visant à dialoguer avec le pouvoir. Mais il y a d'autres organisations kurdes plus importantes à ce moment-là, Rojava, le Front démocratique kurde et l'Alliance démocratique kurde. Et en fait, cette opposition, à la fois arabe et kurde, tente de se fédérer à partir de 2005. Et ce qui quand même fait beaucoup parler en 2005, c'est cette déclaration de Damas, et notamment parce que le ton de cette déclaration et la radicalité de la critique est quand même assez inédit en Syrie, du moins de la part d'une opposition de l'intérieur, pas d'une opposition en exil. Et par exemple, cette déclaration qualifie le gouvernement syrien d'hégémonique, de sectaire, parle de régime totalitaire et appelle à des réformes pacifiques et graduelles pour la démocratie. Et c'est un vocabulaire, donc parler de réforme pacifique et graduelle pour la démocratie, ça peut paraître ici très modéré, sauf que quand on est face à un régime qu'on qualifie, et je pense à raison, de totalitaire, ça signifie vraiment autre chose, quoi. Et par exemple, il y a un certain nombre de récits de voyages en Syrie avant l'insurrection où des observateurs internationaux sont assez étonnés en disant que les Syriens ont beaucoup d'humour, ils font des blagues sur tout, etc., sauf sur le régime et sauf sur les dirigeants politiques. Ce qui dit évidemment quelque chose du type de régime qu'ils ont face à eux et de la peur. Et le fait qu'il y ait cette déclaration-là, c'est quand même quelque chose qui va beaucoup faire évoluer la situation et qui va marquer un premier pas, quoi.
Et juste préciser que tout de même un certain nombre des signataires de la déclaration de Damas seront arrêtés et condamnés à plusieurs années de prison. Je pense que tu as eu raison au début de ton intervention, effectivement, de critiquer l'image soi-disant anti-impérialiste voilà, du parti Baas, en rappelant évidemment que enfin, voilà, le régime a pratiqué une espèce d'opportunisme géopolitique très important jusqu'à autoriser dans les années 2000 la CIA à opérer sur son territoire, à torturer voilà, des gens qui étaient suspectés par la CIA, voilà, d'activités anti-américaines, de terroristes, etc. Donc voilà, le régime syrien, c'est important de rappeler, c'est une dictature qui a régné sur la Syrie depuis les années 60 d'une main de fer, qui a détruit ou coopté, ça dépend, la gauche et le mouvement ouvrier, qui s'est également adjoint les services d'un certain nombre d'anciens nazis, comme Alois Brunner, le bras droit quand même de Eichmann, hein, l'architecte de la solution finale, et jusqu'aux années 80, eh bien, il a formé une bonne partie des appareils de sécurité qui, il faut le rappeler, sont dominants en Syrie. C'est-à-dire que la Syrie, c'est vraiment un état policier pour le coup. Hein. Les services de sécurité sont omniprésents, sont directement dans les mains du dirigeant, donc à l'époque Hafez el-Assad, et puis aujourd'hui donc Bachar el-Assad. Et puis simplement pour finir sur cette critique du régime, évidemment d'un côté il y a eu une cooptation, une alliance plutôt, hein, disons du PKK, parce que il y avait, comme on l'a expliqué dans la précédente émission, une convergence d'intérêts entre le PKK, dont l'ennemi principal était l'État turc, et l'État syrien qui était en bisbille à propos d'un territoire qui avait été donné par les Français et les Britanniques en 1939 à la Turquie. Pour autant, comme on l'a rappelé dans l'autre émission, les Kurdes ont été des victimes du nationalisme arabe de la dictature de Hafez el-Assad dans les années 70 et 80, avec une colonisation, entre guillemets, d'une partie des terres kurdes au nord-est, donc dans le Rojava, une privation de citoyenneté et même de toute reconnaissance légale à plusieurs dizaines de milliers de Kurdes syriens jusque 2011. Donc, effectivement, c'est un régime qui, même dans les années 60-70, qu'il ne faut pas fantasmer même avant la période néolibérale. Hein. Si on gratte, en réalité, toutes ces dictatures nationalistes arabes n'ont pas apporté énormément de choses positives. Et évidemment, il ne s'agit pas de contraster la Syrie néolibérale et la Syrie d'avant qui aurait été voilà, positive. Simplement, voilà, c'est une mutation qui va de pair avec une mutation plus générale du capitalisme. Dans les années 50, 60, 70, on a un capitalisme plutôt centré sur l'État, et à partir des années 80, un capitalisme plutôt néolibéral. En Syrie, c'est l'évolution qui se poursuit. Ça a des implications évidemment sociales très fortes, mais ça ne veut pas dire que pour autant, les années 50, 60, 70, tout était merveilleux, tout comme les 30 glorieuses en France, entre guillemets, n'ont pas été une période voilà, idyllique. Alors maintenant, peut-être pour revenir du coup au soulèvement de 2011, c'est important de préciser que il y a un certain nombre de choses qui préparent la révolte de 2011. Alors évidemment, elle s'inscrit dans le cadre du mouvement plus général dans le monde arabe des printemps arabes, qui est elle-même liée aussi en partie à une aggravation de la situation socio-économique à partir de la crise de 2008-2009 et de ses retombées dans les années 2000. Il va y avoir un mouvement très important d'exode rural avec la privatisation des terres et l'ouverture au marché international qui va frapper de plein fouet l'agriculture syrienne. Et donc, ça va favoriser voilà, la concentration très importante d'une espèce de prolétariat exproprié dans les banlieues, notamment de Damas, à la Ghouta notamment, qui va constituer une espèce de base sociale de l'insurrection syrienne. Et puis un deuxième aspect, c'est également, bon, alors peut-être en lien avec le dérèglement climatique, c'est qu'il y a des vagues de sécheresse très importantes dans les années 2000 qui vont encore accélérer cet exode rural. Un terreau très favorable à ce que voilà, il y a une insurrection qui démarre donc à partir de janvier-février 2011. Donc est-ce que tu peux nous parler voilà, de ce moment où l'insurrection
va se déclencher donc entre janvier et mars 2011. Généralement, la date de début d'insurrection qui est retenue, c'est le 15 mars. Il y a eu quelques événements peu avant, le 28 janvier 2011 par exemple, il y a eu une immolation dans la ville d'Asake, qui est d'abord passée inaperçue. Mais suite, par exemple, à cette immolation et dans le contexte des printemps arabes, il y a un premier jour de colère qui est prévu le 5 février. Et à ce moment-là, il y a personne dans les rues, à part les forces de sécurité qui sont très très présentes et très menaçantes. Et en fait, 2 semaines après, le 17 février, c'est le premier rassemblement. Il y a 1500 personnes à Arica, suite notamment au passage à tabac en fait d'un jeune qui était notamment le fils d'un commerçant local, quoi. Et en fait, la ville qui est reconnue comme assez symptomatique du tout début du soulèvement en février, c'est Dera, notamment du fait des propos de chefs de la sécurité qui indignent vraiment la population et qui déclenchent genre vraiment un développement de cette opposition massive au régime en fait. C'est dans le contexte du coup, c'est quelques jours après la chute de Ben Ali en Tunisie et de Moubarak en Égypte. C'est en fait un groupe d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'adolescents qui est accusé d'avoir inscrit sur les murs d'une école le slogan Ton tour arrive, docteur. Ce qui vise Bachar al-Assad, en fait, qui avant d'être dictateur était ophtalmo, quoi. Et la plupart, en fait, de ces jeunes-là sont arrêtés aussitôt par les services de renseignement et ils vont être torturés pendant des semaines. Et il y a une délégation de la ville qui vient demander leur libération, quoi. Et en fait, elle est insultée par le cousin de Bachar al-Assad, qui est le chef de la branche locale de la sécurité politique. Et en fait, il se répand du coup dans la ville l'information qu'il aurait dit du coup aux différents pères de famille venus réclamer leurs enfants, d'oublier leurs enfants et d'aller retrouver leurs femmes. Et il leur a ajouté mais vos femmes de toute façon elles vous donneront d'autres enfants, ou si vous n'en êtes pas capable, amenez de nouveaux femmes et nous on vous fera des enfants, quoi. Et du coup, c'est un truc qui indigne évidemment la population, qui scandalise les habitants. Et le 15 mars, du coup, la date retenue pour le début du soulèvement, il y a un rassemblement devant le palais de justice de Dera, quoi. Et c'est le deuxième jour de colère. Et là, il y a du monde, quoi. Il y a des arrestations et un nouveau rassemblement dès le lendemain, quoi. Et c'est une seconde manifestation le lendemain qui va être bien plus grande ampleur. Le 18 mars, du coup 3 jours après le premier rassemblement, il y a une manifestation encore de plus grande ampleur. Et cette fois, en fait, la police tire sur la foule et ça, ils font 2 morts, quoi. Et c'est les premiers morts du début de l'insurrection syrienne, quoi. Et en fait, le 20 mars, 2 jours après cette manifestation-là, le régime fait libérer la plupart de ces adolescents-là qui étaient arrêtés. Et en fait, il y a des fractures sur leur corps après des semaines de détention. En fait, ça ravive la colère des habitants, quoi. Et le palais de justice, à ce moment-là, est incendié. Et il y a un sitting qui dure assez longtemps devant la mosquée, quoi. Il y a de nouveau des assauts de la police. Et là, la situation est insurrectionnelle, quoi. Les forces de l'ordre, ils tirent à balles réelles. En 24 heures, il y a près de 100 manifestants qui sont tués. C'est quand même une situation assez chaotique et assez terrible. Et du coup, une semaine après, le 24 mars, le régime annonce que la situation est totalement sous contrôle, mais le mouvement s'arrête pas, quoi. C'est seulement en 2018 que Dera sera reprise, quoi. Et en fait, un mois après, le pouvoir va annoncer avoir entendu la contestation et accepter les revendications pour la démocratie, c'est-à-dire la levée de l'état d'urgence et la suppression de la Cour de sûreté de l'État, du coup une cour d'exception pour toutes les personnes accusées d'une manière ou d'une autre de mettre en danger le pouvoir. Et en fait, on peut à la fois se dire qu'ils ont fait semblant de répondre au peuple, et on peut le voir d'une manière encore plus terrible, qui est de dire que en fait, la levée de l'état d'urgence, la suppression de la Cour de sûreté de l'État, ça peut rétrospectivement être vu comme une sorte d'abolition et d'affranchissement total de la loi, quoi. De se dire que le régime, petit à petit, n'a même plus besoin d'aucun cadre légal et institutionnel pour mener une guerre totale à la population, quoi. Et dans les mois qui suivent, le soulèvement contre le pouvoir va se généraliser. Une des villes emblématiques du début du soulèvement, c'est celle d'Hama,
Elle est totalement libérée en juillet 2011 par la population qui chasse les formes du régime. En novembre 2011, il y a un très grand mouvement étudiant avec la grève et l'occupation des facs. Du coup, à la rentrée suivante, quoi. Et il y a quand même des appels à la grève quoi, en décembre. C'est plus de 600 mouvements de grève dans 10 provinces et des nombreuses arrestations de grévistes et une répression contre les petits commerçants qui ferment leurs magasins les jours de grève avec de nombreux magasins qui seront incendiés, quoi. Il y a des manifs énormes ensuite dans des plus grandes villes à partir de 2012, notamment à Alep et à Damas, quoi. Il y a les massacres qui continuent évidemment, avec à ce moment-là les massacres les plus emblématiques en 2012, ce sera ceux de Homs et de Dera, quoi. Et les manifestations se généralisent à partir de là, quoi, avec les manifestations dans les villes, dans les villages. Il y a des manifestations aussi dans la région kurde, le Rojava et les quartiers kurdes. Les premières manifestations du Kurdistan sont celles à Afrin, à Kamishli notamment, où il y a ensemble à la fois les drapeaux de l'opposition et ceux du Kurdistan. Et à ce moment-là, le régime va beaucoup sous-traiter la répression en fait. Dans des villes comme Raqqa ou Deir ez-Zor, par exemple, il va utiliser des chefs de clans, de tribus ou des anciens mafieux pour demander de faire réprimer les manifestations par leurs hommes. Et dans, par exemple, le quartier kurde d'Alep, les manifestants se font casser la gueule par des gens armés de bâtons qui s'avéreront être en fait des gens liés au réseau du PKK ou du PYD, quoi. Oui, donc on voit effectivement que la révolution, elle se répand un petit peu par palier, voilà, de manière un peu inégale géographiquement, en fonction des conditions socio-économiques, politiques. Mais ce qu'on peut observer quand même dans un premier temps en 2011 et une bonne partie de l'année 2012, c'est qu'il y a une sorte d'unanimisme populaire qui va rapidement en venir à il faut en finir avec le régime de Bachar el-Assad. Qu'au début c'est plus nuancé comme demande et puis après ça va être vraiment Bachar dégage. Et puis également des revendications qui sont liées voilà au niveau de vie. Alors certes ça peut paraître relativement timoré par rapport aux revendications révolutionnaires auxquelles on pourrait s'attendre, voilà, à la mise en place du communisme libertaire, de l'autonomie, etc. Mais ce qu'il faut avoir bien conscience quand même, c'est que évidemment, on n'est pas dans le même contexte. On est dans le contexte d'une dictature qui dirige le pays depuis un demi-siècle d'une main de fer. Et puis, d'autre part, très concrètement, progressivement, il va y avoir une mise en acte d'une certaine manière d'un affranchissement du pouvoir de l'État central avec la mise en place de conseils locaux, de conseils révolutionnaires qui vont à la fois lutter de manière insurrectionnelle contre le régime, d'abord de manière pacifique, puis il y aura une militarisation, ça on y reviendra dans la deuxième partie de l'émission. Et puis, voilà, d'autre part, il va y avoir une tentative d'auto-administration. Et ça, ce sont deux éléments, cette dimension insurrectionnelle et cette dimension de création de conseils locaux, d'autogouvernement et d'auto-administration, qui sont en général attribués uniquement au Rojava, alors peut-être d'ailleurs en partie à tort, comme on l'a vu dans notre autre émission, et puis surtout qui souvent sont déniés à l'insurrection syrienne, qui est parfois prise à gauche, comme simplement, bon, au début, il y a eu quelques manifestations, et puis très rapidement, ça a été la CIA, les djihadistes, Israël, qui ont tout manipulé, et voilà, et qui revient finalement à légitimer la contre-révolution du régime. Donc est-ce qu'on peut revenir justement sur ces mesures révolutionnaires, entre guillemets, qui ont été prises voilà, très pragmatiquement pour se défendre à la fois de la répression sanglante du régime, une répression qui a été sanglante d'emblée, et puis d'autre part, la nécessité de prendre en charge la vie, et une vie qui, quand on entend encore aujourd'hui les protagonistes de cette époque qui ne sont pas morts, parce que malheureusement beaucoup sont morts, qui voilà, ressemble à la mise en place d'une autre vie, voilà, qui a été vraiment un moment très important, un moment où ces gens se sont sentis libres pour la première fois de leur existence. Même en fait des revendications qu'on peut trouver très modérées, si on les prend dans le contexte syrien, c'est des choses qui ont énormément choqué les partisans du régime.
Par exemple, même une phrase qu'en France on a du mal à comprendre, qui est un des slogans les plus massifs du début de l'insurrection, c'est Dieu, la Syrie et c'est tout. Et en fait, on peut dire oui, manifester au nom de Dieu et de la Syrie, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Et en fait, c'est une réponse à un des slogans des partisans de Bachar, qui ont pour slogan Dieu, la Syrie et Bachar. Et du coup, dire non, on veut pas Bachar, on veut de la liberté et c'est tout, c'est évidemment quelque chose qui est extrêmement subversif face au régime totalitaire de Bachar al-Assad, quoi. Et pour répondre à ta question, en fait, il y a ce qu'on appelle les conseils locaux de coordination qui sont mis en place dans pas mal des villes libérées du coup par l'insurrection. Selon les endroits, qualitativement, c'est assez inégal, que ce soit en termes de participation, de démocratie effective, de contrôle civil sur ces conseils, sans que ce soit géré par un clan local ou un groupe armé, etc. Ça dépend vraiment. Mais il y a la mise en place de ces conseils locaux-là qui commencent de fait à administrer, indépendamment de l'État, les quartiers, les villes libérées. Et en fait, déjà, ils tentent d'assurer l'approvisionnement, l'aide humanitaire, les besoins de première nécessité, que ce soit l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation. Et voilà, il y avait des conseils où, par exemple, les membres étaient désignés par des élections libres ou alors choisis au sein des comités, quoi. Et d'autres qui étaient influencés par les frères musulmans ou contrôlés par des forces islamistes préexistantes. Ça dépendait vraiment, quoi, selon les endroits. Et ensuite, au fur et à mesure de la militarisation du conflit, il y aura des situations très différentes, quoi. Par exemple, à Raqqa, en fait, le conseil sera clairement supprimé par des brigades islamistes radicales. Mais à Daraya, le conseil local, il va autogérer les hôpitaux, les écoles, la distribution de la soupe populaire, la bibliothèque. C'est 120 membres qui votent et choisissent du coup le bureau, l'exécutif tous les 6 mois, et du coup l'ASL, qui est du coup l'armée syrienne libre, qui est créée au début par des civils qui veulent simplement se défendre contre les snipers du régime, et ensuite qui intègre des déserteurs de l'armée syrienne qui fuient parce qu'ils veulent pas tirer sur les manifestations et qui désertent pour passer du côté de l'insurrection. Donc l'ASL reçoit ses ordres en fait à Deria directement du conseil, quoi. C'est pas les groupes armés qui donnent les ordres à la révolution civile, c'est l'inverse, quoi. Du moins à cet endroit-là, quoi. C'est pas le cas partout. Et l'auto-organisation, elle a aussi en 2011 une influence sur les rapports sociaux, quoi. Par exemple, dans des écoles, il y a des enseignants qui écrivent leur propre programme, qui interdisent les châtiments corporels, qui revoient les formes d'apprentissage, en fait. Parce que dans un contexte de critique de la dictature et du totalitarisme, l'idée que, par exemple, on apprend en faisant apprendre par cœur aux élèves ou qu'on les interroge sur la norme du question-réponse avec en plus des châtiments corporels, c'est quelque chose qui paraît plus acceptable, quoi. Et aussi, une chose à ajouter, c'est quand même de dire que la structuration et la coordination entre les différentes villes, elle est assez importante, et notamment du fait des rencontres en prison, en fait. Et il y a à ce moment-là, ce qui est quand même, je pense, le signe d'une vitalité et d'une insurrection de masse, de nombreux mouvements qui sont créés, des médias indépendants qui se créent, à la fois contre ceux du régime et aussi contre ceux des pays du Golfe, comme Al Jazeera ou Al Arabiya, qui eux vont plus justement relayer la dimension islamiste de cette insurrection pour la défendre. Et du coup, l'opposition civile décide de créer ses propres médias pour mettre en avant ce qui est fait, quoi. Il y a des dizaines de stations de radio, une soixantaine de journaux indépendants. Pas mal ont des publics spécifiques, quoi. Par exemple, il y a un magazine qui s'appelle Le Bohar, ça veut dire le printemps. En fait, c'est un magazine arabo-kurde dans la région d'Assaké qui est bilingue, quoi. Il y a aussi un journal qui s'appelle Saïda Souria, donc ça veut dire la dame syrienne, sur les droits des femmes. Il y a, bon ça c'est en ligne et c'est des exilés, mais il y a un magazine homosexuel qui est créé, quoi, qui s'appelle Mawale. Et dans la plupart des journaux en fait qui sont issus de l'opposition civile, il y a même des critiques régulières de l'armée syrienne libre ou des différents groupes armés qui sont du côté de l'insurrection pourtant. Et il y a un fourmillement aussi de création culturelle en lien avec l'insurrection, quoi, des chanteurs, des graffeurs, des caricaturistes, quoi. Et en fait, une des particularités, des différences avec la révolution égyptienne qu'il y a eu peu avant contre Moubarak, c'est qu'il y a quand même peu de grèves dans l'industrie, quoi. J'ai parlé notamment des grèves étudiantes ou des petits commerçants tout à l'heure, mais il n'y a pas de mouvement ouvrier de masse en Syrie. Et ça s'explique notamment par le fait que l'industrie, c'est seulement 16% de l'économie syrienne,
et qu'il n'y a pas de coup de mouvement ouvrier structuré, notamment du fait que les syndicats, la gauche et les partis staliniens sont clairement inféodés au pouvoir, quoi. Ça s'explique aussi par la répression préventive du mouvement ouvrier par le régime en 2011. Il faut savoir quand même que le gouvernement a fermé près de 200 usines de manière préventive et a mis 85 000 travailleurs au chômage, quoi, à ce moment-là. Et sur la gauche, il y a quand même quelques exceptions. Il y a un groupe qui s'appelle la gauche révolutionnaire. À ce moment-là, c'est des trotskistes qui vont même créer une brigade armée en 2014 qui sera au sein de l'armée syrienne libre. Il y a un groupe qui s'appelle les jeunes révolutionnaires syriens à Damas puis à Homs en 2012. Et par exemple, c'est un groupe qui va être durement réprimé et qui pourra pas survivre, notamment parce qu'ils veulent rester indépendants, qu'ils s'autofinancent, qu'ils refusent une intervention extérieure. Et le pouvoir a quand même plutôt réagi à ce moment-là, à la fois en réprimant d'une manière extrêmement dure, on l'a dit plusieurs fois, et aussi en tentant d'élargir sa base au début, quoi. Par exemple, en mars 2011, il a augmenté les salaires des fonctionnaires de 30%, quoi. Un mois après, il a aussi donné des gages aux islamistes, par exemple en revenant sur l'exclusion des professeurs qui portaient le voile intégral, et aux Kurdes aussi en acceptant de donner la nationalité syrienne aux 300 000 Kurdes syriens qui n'avaient pas la nationalité, aux 70 000 d'entre eux qui avaient même aucune existence légale et aucun droit, quoi. Et ça coexistait en fait avec la répression, quoi. Et a posteriori, je pense que ça peut être vu comme une volonté de nationaliser et de confessionnaliser un conflit qui ne l'était pas. Et pendant que la répression redouble, en fait, il y a un discours du régime disant qu'il est face à une insurrection islamiste proche d'Al-Qaïda, etc., quoi. Et en fait, c'est quelque chose qui fait beaucoup rire à ce moment-là dans l'insurrection. Les gens se moquent énormément du régime qui les décrit comme des salafistes, etc. Et pas mal de ces gens-là diront des années plus tard que malheureusement c'est devenu en partie vrai du fait des interventions extérieures, notamment le Qatar, la Turquie, etc., qui vont financer un certain nombre de brigades confessionnelles, et notamment aussi du fait pour justement donner des gages et confessionnaliser le conflit, la libéralisation de milliers de combattants islamistes par le régime, quoi. Et du coup, avant qu'on parle un peu plus de la militarisation du conflit, faut quand même dire que au début de l'insurrection civile, il y avait clairement une séparation entre le civil et le militaire. Il n'y a pas eu de décision collective de militariser le conflit, c'est en fait plus une série de décisions individuelles, quoi, à la fois des groupes de jeunes et de manifestants qui se défendent contre les snipers du régime, qui font des dizaines de morts à chaque manifestation, des soldats qui fuient et qui rejoignent l'insurrection et qui, parce qu'ils fuient ensemble avec leurs armes et qui sont menacés de mort, sont obligés de se constituer en bataillon et de se défendre. Et c'est en partie ça, en plus de la répression féroce du régime qui impose des sièges, met en place des lignes de front, largue des barils de TNT sur la population, qui déclenchera la militarisation du conflit avec tout ce que ça implique. Par exemple, même ça implique le fait que même s'il y a quelques exceptions, ce sera quand même beaucoup plus des hommes que des femmes qui battront les armes à la main, alors que quand c'était des manifestations de masse, il y avait quand même presque autant de femmes que d'hommes dans un certain nombre de manifestations ou de grèves étudiantes, quoi. Et en fait, cette séparation-là, c'est entre le civil et le militaire, c'est peut-être aussi ce qui a expliqué que l'opposition à Assad et le mouvement insurrectionnel n'a pas vu arriver la militarisation, l'islamisation du conflit. Et en fait, et même s'il y a des groupes armés, donc il y a quand même clairement une séparation. Et par exemple, Majd al-Dik, un révolutionnaire de la Ghouta, décrit comment à la Ghouta, les révolutionnaires civils ont géré les écoles, les hôpitaux, le ravitaillement, et ont fait en sorte de résister aux pressions des groupes de l'ASL qui voulaient quand même donner des ordres et contrôler ce processus-là, quoi. Il y avait pas d'organisation centralisée aussi dans cette coordination des comités. Ce qui a été à la fois leur force au début, quand fallait s'organiser en réseau, et aussi quelque chose qui rendait plus difficile le fait de résister aux dominations locales. Même si je pense pas qu'il y ait de bonnes solutions, parce que ça semble pas souhaitable non plus de mettre une organisation centrale. Mais voilà, quoi, c'est quand même quelque chose à prendre en compte, ou du moins à savoir. Et au printemps 2012, c'est là que la lutte armée prendra le dessus.
alors que les manifestations, en fait, à ce moment-là, elles scandent encore « Nous sommes pacifiques », quoi. Et ça a commencé par un simple port d'armes dans les manifs. Après les premiers bains de sang, des manifestants qui voulaient se défendre contre les attaques des assadistes le font de plus en plus souvent. Il y a des anciens prisonniers aussi qui veulent combattre et abattre le régime après avoir été torturés, et des anciens déserteurs qui, de fait, doivent exister en tant que bataillon. Et évidemment, encore une fois, le principal responsable de cette militarisation, c'est le régime et sa répression. Oui, je pense que c'est important effectivement de finir là-dessus notre première partie pour bien comprendre que le régime à la fois est le principal oppresseur des Syriens, voilà, depuis un demi-siècle, depuis sa prise de pouvoir dans les années 60, et puis c'est le régime également qui est responsable de la situation encore actuelle, c'est-à-dire de ce qui se présentait au début comme un face-à-face entre la population insurgée, toutes confessions confondues, même si évidemment c'est davantage les sunnites arabes qui se sont révoltés, un petit peu moins déjà les Kurdes, ceux au moins qui sont liés au YPG, encore un petit peu moins les chrétiens et encore un petit peu moins les alaouites, mais quand même il y avait des alaouites, des chrétiens, des Kurdes et des arabes sunnites dans l'insurrection. Donc ce face-à-face entre le régime et l'insurrection, c'est par la politique du régime de confessionnalisation, c'est-à-dire qu'il va réprimer moins fortement les minorités, il va chercher à coopter les minorités, il va chercher à donner des gages à certaines minorités, certaines tendances des minorités, etc. Et puis, d'autre part, une répression sanglante uniquement dirigée, enfin disons, la répression la plus sanglante uniquement dirigée vers les Arabes sunnites, et puis le choix, voilà, des armes, c'est-à-dire aucune limite dans la répression, avec notamment, tu as parlé des barils, les bombardements, voilà, il n'y a vraiment aucune limite dans la répression. Voilà, cette stratégie de confessionnalisation et de militarisation qui va être accentuée aussi par la politique du régime de libérer les djihadistes les plus dangereux de ces prisons, pendant qu'en même temps elle enferme tous les militants, y compris pacifistes, qu'elle les torture et qu'elle les tue. C'est voilà le régime qui va faire en sorte que ce qui était au départ une révolution et une insurrection, avec tous les aspects positifs dont on a parlé, va se transformer par la fuite en avant du régime, d'une certaine manière, qui malheureusement lui a plutôt bien réussi, c'est triste à dire, va se transformer voilà, en une guerre avec une dimension confessionnelle relativement forte dont on va parler dans la deuxième partie de l'émission. الاتفاقيات الروسي فحدد انتمائك بين القاعدة أو الحكم المجوسي لأنه صواريخهم ما بتصيبك لو كنت بصفهم روح شوف الشعب بعد نتائج مؤتمر سوتشي غيرنا بينطمر بالعملة ونحن اللي بنبتلى فاندفنا بالليالي لما طلبنا العلا ما رح ينفع التظاهر لو الفكر محجر زدت المقرر الجامعة انختمت بالشمع الأحمر عمين بدي ازعل على رفيقي يلي استشهد ولا على منظر رفيقي بنعش امه عم يتنهد عمين عهالمشهد لما الدم بيمتزج بالدفتر والاشلاء عم تتعدد لسه بيحكوا شمال محرر ازعل عن مستقبل الدراسي ولا 2000 طالب انطردوا من الكراسي ولا ازعل على استاذي اللي راح افقده واللي وعدني ما راح نيأس فمين بدي واسي انتو مين ضل منافق ما حكى بالدين هذا بيدعي الخلافة وهذا بيفتي عن يقين هالسياسة ساخرة نقابك اخلعوا بأرضي هاي البلد طاهرة هون معقل الاتفاقيات الروسي فحدد انتمائك بين القاعدة أو الحكم المجوسي لأنه صواريخهم ما بتصيبك لو كنت بصفهم روح شوف الشعب بعد نتائج مؤتمر سوتشي تصنع ايديولوجي تدمير البنى التحتية فالموازنة بين الألف والقاف ما رح تمحي العنصرية أو بين إخوان أحزاب أو مذاهب شيوعية ولو بتفصل أي شيء عن الدين بيتهموك بعلمانية إلا لو كنت أجنبي الجنسية اسمك متطرف سوق سودا وتبييض الأموال وتجار عملة وألف مصرف كلهم سلف ودين مثل السلف بالدين استلموا الميادين بعفرين عملوا مناطق عازلة كله بيشهد عليك إعلاميين منظمات خارجية وفصائل متخاذلة ما تحاول تزرع لتحصد مستقبل لأنك عايش بأراضي قاحلة عنده ضمير يجيب لك شاهدين زور شافوك عم تسرق ويلزقك بتهمة باطلة كل واحد هون راس سلاح وبيت وسيارة وسفر فاخرة وخطابات ساخرة وعملة بادرة لتنهش الأيادي العاملة
وشو ما سمعت او شفت لازم تعمل حالك متت حتى ما تقول ندمت انك اكشفت مخططات فاشلة. غيرنا بينطمر بالعملة ونحن اللي بنبتلى فاندفنا بالليالي. لما طلبنا العلا ما رح ينفع التظاهر لو الفكر محجر زد المقرر. الجامعة انختمت بالشمع الأحمر. عمين بدي ازعل على رفيقي يلي استشهد ولا عمنظر رفيقي بنعش امه عم يتنهد. عمين عهالمشهد لما الدم بيمتزج بالدفتر والاشلاء عم تتعدد لسه بيحكوا. قال موسيقى الراب فاضحة نادوا المكافحة لازم نسيطر على الفساد. اعتقلوا هيسكي لانه عم يحكي عالسياسات ومنعوا كل حفلات جون فلود وديرتي مولي بالبلاد. خلينا نوجه رابرز ما تحكي بسمعة القواد. انشروا بالاعلام انه فن داعم للارهاب. التصريح بوتين كم رابر ورا القضبان وكم فيك تسمى فنان. ضجوا بوسائل الاعلام قد ما فيكن كبسوا انفاس الشعوب. انظمة بتتغذى على الحروب والدم كل ما عندهم ارسال وفود استطلاع. وتاني يوم بينقصف مخيم. سكروا مداخل التعليم جيبوا مراقبين لانه باب الرزق عم يتسكر. يا بتدفعوا ترخيص يا بنعتقل كادر التدريس. يا اما ادرسوا عنا ضمن نهج ومقاييس وتكرموا منوصلكن بباص اخضر. فلا تتحذر اي جهة بتفوز او اي فتوى بتجوز. نقط تركيا او روس وسع شظايا بالروس. بدك دليل ملموس بس اعلامك مبرمج. روبوتات موجهة بتشرب قطن مهدرج. جيب لي واحد فيهم عنده القدرة ينشر تفكيك لشي قائد متوج. فأكرم النفوس ذلت قالوا ابني أمر عسكري وقف القصف النقاط التركية دخلت. Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, dans une émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à une analyse de la révolution, de la contre-révolution et de la guerre en Syrie depuis 2011, dans une perspective historique, mais surtout focalisée donc sur ce qui se passe en Syrie depuis 2011. Et pour en parler, nous sommes donc avec Vivian Petit, qui a donc écrit plusieurs articles sur ce sujet avec d'autres et qui se base pour cette émission sur un certain nombre de témoignages de gens qui sont allés en Syrie ou qui sont eux-mêmes syriens et qui ont bien voulu lui donner un certain nombre d'informations qu'il nous livre aujourd'hui. Et puis également, cette émission s'appuie sur un certain nombre d'articles qui ont été publiés sur le sujet, qu'on mettra en lien sur le site, et puis sur l'ouvrage, à mon avis, de référence dans l'espace francophone sur le sujet, Burning Country, de Leila Al-Shami et de Robin Yassine Kassab, sous-titré Au cœur de la révolution syrienne, et qui est paru aux éditions L'Échappée en 2019. Donc maintenant, après avoir parlé dans une première partie de ce qui se passe avant la révolution, donc c'est-à-dire principalement la dictature baassiste et la période coloniale, et puis d'avoir parlé des 2 premières années de la révolution et de la contre-révolution, on va maintenant parler de comment est-ce que cette révolution et cette contre-révolution se transforment en partie, même s'il y a toujours révolution dans une certaine mesure et que la contre-révolution continue sans interruption depuis lors, mais également donc en guerre, avec des interventions internationales, l'apparition de nouveaux acteurs comme Daesh, et puis dans un premier temps, surtout, l'apparition d'une nouvelle composante à l'insurrection, qui est la composante djihadiste, islamiste, qui était déjà un petit peu présente en 2011-2012, mais qui va devenir beaucoup plus centrale. Alors peut-être qu'on pourrait commencer par expliquer comment est-ce que la composante islamiste du soulèvement va progressivement prendre de l'importance avec la militarisation et la confessionnalisation du conflit, qui évidemment ne pouvait que la favoriser, et qui a eu également comme intérêt pour Bachar al-Assad de construire une légitimité, puisqu'il pouvait se faire passer aux yeux de l'opinion occidentale, qui malheureusement a en grande partie adhéré à cette propagande, que ce serait finalement non pas une révolution, mais un affrontement entre un régime laïque protecteur des minorités et une insurrection islamiste, sachant que en réalité les rapports à la laïcité du régime de Bachar al-Assad sont beaucoup plus compliqués, puisque pour construire sa légitimité, comme l'explique Leila Al-Shami dans Burning Country, le régime avait notamment, dans une certaine mesure, appuyé une certaine mise en avant de la religion dans les institutions publiques de l'État syrien. Mais comment est-ce que cette composante islamiste va prendre de l'importance
dans l'opposition à Bachar al-Assad à partir de 2012-2013? On peut citer quand même plutôt au printemps 2012, le moment où la lutte armée prend le dessus, alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les manifestants scandent encore «Nous sommes pacifiques», tout en soutenant par ailleurs la nécessité qu'il y a eu à s'armer pour se défendre. Et en fait, on sait qu'en 2011-2012, il y a 1500 islamistes qui ont été libérés par le régime. Et là, la question, c'est même pas de dire que c'était mieux qu'ils étaient en prison ou que le caractère islamiste de l'insurrection est uniquement quelque chose relevant d'un complot, mais c'est d'expliquer comment le régime a cherché à confessionnaliser une question qui l'était pas au début et à favoriser une partie de l'opposition plus qu'une autre, notamment pour la stigmatiser. Et donc ces libérations et cumulées aux financements internationaux de la Turquie, du Qatar, de l'Arabie Saoudite, a entraîné évidemment une influence croissante des groupes islamistes. Et à la fin de l'année 2013, en novembre, il y a 7 brigades, dont 5 issues de l'armée syrienne libre, qui créent le Front islamique. Et ça, c'est argumenté pour remettre en cause et faire reculer Al-Nosra, quoi, qui est la branche syrienne d'Al-Qaïda. Le Front islamique a une référence à la charia, tout en promettant de ne pas l'imposer au peuple syrien et de se borner, en théorie, dit-il, à faire chuter le régime. Dans les faits, même si ces groupes-là disent qu'ils n'imposeront rien, il y a des tensions et des luttes entre les conseils civils et certains groupes islamistes au fil des années. Il y a aussi des assassinats, quoi. Par exemple, Razan Zaitouneh, qui est une avocate active dans la défense des droits humains depuis le début des années 2000, qui a participé aux premières manifestations à Damas, qui a vécu ensuite dans la clandestinité, qui s'est réfugié à la Ghouta en 2013, qui a été membre du conseil de la Douma, qui a fait des rapports sur les violations des droits humains et notamment sur l'usage des armes chimiques, a été assassiné par Jaish al-Islam, un salafiste djihadiste soutenu par l'Arabie Saoudite, le Qatar et plus récemment par la Turquie. Et en fait, ce qui lui est reproché, c'est d'avoir documenté les crimes de guerre des deux côtés, dont les leurs, quoi. Donc il y a eu clairement une opposition entre les conseils locaux et des groupes du Front islamique, et petit à petit, justement, une mise sous tutelle de ces conseils, quoi. Cela dit, pour comprendre ce qui se passe, je pense, en Syrie, il faut vraiment voir localité par localité, quoi. Les groupes islamistes aussi ils sont divers. La situation est complexe. Par exemple, avoir un nom islamique, c'est aussi souvent une manière de survivre et d'avoir des financements internationaux. Enfin, dans Burning Country, les auteurs, ils prennent quand même l'exemple le plus caricatural, qui est celui d'une brigade qui s'appelait Meshal Tamo, qui est un révolutionnaire kurde qui a été assassiné soit par le régime, soit par le PKK, les deux sont accusés. Cette brigade-là est devenue ensuite brigade Oussama Ben Laden, pour être financée par des milliardaires du Golfe, quoi. Et les groupes du Front islamique eux-mêmes, ils sont divers et ils ont des histoires différentes. Par exemple, Liwa al-Tawhid, un groupe du Front islamique, il est considéré par les auteurs de Burning Country comme un groupe qui représente uniquement la culture conservatrice des campagnes autour d'Alep, quoi. Un autre groupe, Ara al-Sham, considéré comme le plus radical du Front islamique, est lui, par exemple, accusé d'avoir tué des civils alaouites, même s'il dit qu'ils n'imposeront pas, c'est un groupe qui veut la charia et qui veut convaincre pour ça, quoi. Cela dit, le groupe Ara al-Sham, il a par exemple été en conflit avec Al-Nosra, donc la branche d'Al-Qaïda, parce qu'ils ont parfois défendu une séparation entre le militaire et le civil. Il y a par exemple eu des tensions entre les deux groupes, lorsque Al-Nosra voulait bloquer les tribunaux civils en 2012, et Al-Sham était pour l'existence de ces tribunaux-là, gérés par l'opposition civile, et voulait pas mettre en place ses propres tribunaux, quoi. Du coup, c'est vraiment une situation complexe, même si oui, tendanciellement, on peut vraiment dire que le Front islamique a à la fois été responsable de nombreux crimes de guerre et a plutôt mis fin ou lutté ou mis sous tutelle les différents conseils locaux issus de l'opposition civile. Et encore là, en septembre-octobre, il y avait des images sur les réseaux sociaux à Idlib de personnes qui manifestaient à Idlib, à la fois contre le régime et contre les groupes du Front islamique et contre Al-Nosra, quoi. Du coup, il y a
vraiment une opposition ou des tensions entre les deux. Même si, encore une fois, par exemple, dans le contexte des guerres civiles, des révolutionnaires peuvent rejoindre telle ou telle brigade à titre personnel ou collectif pour se battre contre le régime et pour survivre, sans être particulièrement islamistes, ni même particulièrement croyants. Aussi, il y a de la réelle politique. Par exemple, Al-Nosra, ils ont un temps été tolérés, voire estimés par une partie des comités de liaison et de coordination parce qu'ils étaient forts contre le régime et que c'est eux qui tenaient les lignes de front, quoi. Et ce qui, évidemment, est une dimension qui mettra fin ou qui remettra en cause l'insurrection civile, c'est à partir de 2013 le développement de l'État islamique. Contrairement à des rumeurs, il ne semble pas y avoir de financement d'État à l'État islamique. Le Qatar est finance essentiellement des groupes proches des frères musulmans. L'Arabie saoudite, à la fois des groupes islamistes et aussi le Front révolutionnaire syrien, qui était un groupe démocrate, plutôt laïque et allié aux États-Unis. Il y a par contre des financements privés de milliardaires du Golfe à l'État islamique. Ce qui est quand même intéressant à noter, c'est que le régime a dans un premier temps toléré l'État islamique. Il a par exemple bombardé Raqqa, mais pas le QG de l'État islamique. Il a même acheté le pétrole de l'État islamique. Ou lors du siège de Yarmouk, donc en banlieue de Damas, où vivent une majorité de Palestiniens. Suite au soulèvement de nombre des habitants palestiniens, le régime a empêché la nourriture de rentrer. Par contre, Daesh a pu rentrer le 1er avril 2015 alors que le régime faisait le siège du camp, ce qui pose évidemment un certain nombre de questions. Et évidemment, en plus de l'intervention des groupes islamistes dans l'insurrection, ce qui causera sa défaite, c'est l'intervention massive de la Russie sous prétexte de lutte contre le terrorisme qui ciblera très très massivement toutes les enclaves rebelles, y compris celles qui ont lutté en première ligne contre l'État islamique, quoi. Par exemple la Ghouta ou Alep, quoi. Les villes seront quand même reprises les unes à la suite des autres. La chute d'Alep, c'est fin 2016, de la Ghouta en 2018 par exemple. Et dans ce contexte-là, on peut voir quand même que l'intervention massive de la coalition de l'OTAN, avec une focalisation sur l'État islamique, a quand même plutôt remis en selle le régime, qui souvent s'est retrouvé à reprendre les localités qui avant étaient celles de l'insurrection, puis de l'État islamique. Parce qu'il faut savoir que l'État islamique a pris des zones à l'insurrection, mais pas au régime, et que souvent, quand l'État islamique a été défait, c'est le régime qui a repris la place. Oui, c'est important effectivement de parler finalement de l'internationalisation du conflit à partir de 2013-2014, même s'il y avait évidemment déjà une forme d'ingérence étrangère dans finalement le financement et l'armement de certains groupes par certains États du Golfe, les États-Unis, etc. Mais c'est sûr que l'intervention internationale contre Daesh à partir de 2014 va aussi, disons, accélérer, disons, le basculement de ce qui était avant tout quand même encore une révolution et une contre-révolution en Syrie vers une guerre extrêmement complexe géopolitiquement. Alors simplement peut-être pour faire un point sur l'État islamique très rapide, il faut rappeler donc avec Pierre-Jean Luizard qui est auteur d'un des livres de référence sur le sujet que et puis Burning Country le dit également d'une autre manière que l'État islamique est avant tout né en Irak. C'est en Irak qu'il a eu une certaine légitimité parce qu'il représentait d'une certaine manière l'insurrection des Arabes sunnites qui étaient au pouvoir, entre guillemets, hein, enfin disons qui était la minorité privilégiée depuis la création en 1920 de l'État irakien par l'Empire britannique jusque 2003 et la chute de Saddam Hussein. Et à partir de 2003, comme on le sait, il y a eu progressivement une prise du pouvoir de plus en plus importante. Alors, les Kurdes dans leur région, les Kurdes irakiens, et puis surtout, l'État central est passé aux mains des chiites assez largement, même si il y a eu aussi des tentatives transconfessionnelles de partis transconfessionnels à certains moments, mais disons que clairement, à partir de 2011-2012, l'État
irakien passe dans les mains des chiites, et donc il y a eu une certaine insurrection de la population irakienne, notamment au moment des printemps arabes, qui progressivement, notamment face à la répression, etc., a permis à l'État islamique de se construire une certaine légitimité populaire en Irak, alors qu'au contraire en Syrie, t'es chassé une première fois en 2013, ça c'est important de le rappeler, et puis il va revenir en 2014 lorsque il sera plus fort et qu'il aura notamment pris Mossoul, etc. Et c'est vraiment en 2014 qu'il va y avoir une grande expansion de l'État islamique en quelques semaines, qui vont conquérir donc la deuxième ville d'Irak et qui vont s'étendre en Syrie, où effectivement parfois ils vont avoir une certaine légitimité puisqu'ils vont se poser comme des opposants au régime de Bachar al-Assad, mais ils vont être quand même nettement moins populaires qu'en Irak, puisque notamment ils interrompent quand même un processus révolutionnaire et qu'ils vont commettre des exactions sur la population qui vont être assez mal vécues. Et puis surtout, c'est principalement pas des Syriens, alors qu'en Irak, la majorité de l'État islamique, c'est avant tout c'est des Irakiens, donc ça va être quand même mieux toléré. En Occident, c'est vrai qu'on a eu tendance à vachement se focaliser sur cette naissance et cette expansion de l'État islamique. Et on a eu tendance aussi, même dans l'extrême gauche, à approuver l'intervention occidentale contre Daesh. Peu de gens vont dire, quand même, il faudrait pas intervenir contre Daesh, etc. Mais ce que souvent on a eu tendance à oublier, c'est que l'intervention contre Daesh occidentale et surtout iranienne, des milices chiites irakiennes, du Hezbollah et de la Russie, va en réalité masquer le fait que toutes ces forces-là, même en partie, même si c'est un peu moins net, les bombardements de l'OTAN, vont également faire le jeu du régime, et notamment parce que, évidemment, tout cet armement va aussi être employé contre l'opposition, et pas que contre Daesh. Oui, en fait, l'intervention de la coalition internationale contre l'État islamique débute en septembre 2014. Et rapidement, il y a eu en fait des manifestations dans le nord de la Syrie contre cette intervention occidentale. Et c'était absolument pas en fait des manifestations de soutien à l'État islamique, mais c'était lié à la perception de cette intervention comme une intervention en soutien à Assad. Parce qu'en fait, au fur et à mesure déjà de la répression du régime, une grande partie de l'opposition et des habitants de la Syrie demandaient à l'Occident de, au minimum, accentuer très fortement ses pressions contre Assad. Par exemple, les déclarations d'Obama disant que Assad ne devait pas utiliser d'armes chimiques, ça avait plutôt choqué en Syrie en disant que c'était une manière de lui dire que tout le reste était acceptable. Et du coup, cette intervention-là qui va cibler l'État islamique et aussi des groupes comme Al-Sham ou Al-Nusra, ça va être vu comme quelque chose qui affaiblit une partie de l'opposition à Assad, et pas seulement ses composantes islamistes radicales, mais aussi toute l'opposition et même les civils, parce que une fois que ces lignes de front-là sont détruites, c'est en fait le régime qui reprend ces lignes de front-là, puis les villes entières, et y compris des villes dont la population avait lutté contre l'État islamique, quoi. Et ça fait aussi en sorte que le régime ait besoin de moins de force en fait pour lutter contre l'opposition. C'est-à-dire que c'est donc la Russie qui bombarde l'armée syrienne libre, c'est les États-Unis qui bombardent les groupes islamistes radicaux, et le régime, avec ses troupes au sol, reprend souvent les différentes localités. Et faut quand même rappeler que plus de 90% des morts en Syrie sont le fait du régime, quoi. Et donc, quand même quelque chose d'assez biaisé dans la manière dont en Occident on a focalisé sur l'État islamique, quoi. Et une autre raison de l'hostilité en fait envers l'intervention de la coalition internationale, c'est le fait que ces frappes-là en fait vont être des bombardements du pétrole détenu et vendu par l'État islamique, mais aussi des silos à grains, ce qui en fait crée l'hostilité de la population dans un pays qui connaît la famine en fait. Et ça va quand même créer une situation assez tragique pour une partie de l'opposition à Assad. Par exemple, à Idlib, le Front révolutionnaire syrien, un groupe plutôt laïque et démocrate, a été chassé par Al-Nusra avec le soutien d'une partie de la population en protestation contre les États-Unis, parce que le Front révolutionnaire syrien était allié aux États-Unis, notamment recevait des financements, etc., pour lutter contre Daesh. Oui, et donc dans le cadre de cette intervention internationale contre Daesh, il y a également d'autres acteurs, donc l'armée syrienne libre qui est toujours là, et puis
une force que jusque-là en Occident on n'avait pas vu, dont on avait assez peu parlé, c'est-à-dire les YPG. Donc est-ce que tu peux parler un petit peu du rôle un petit peu de l'armée syrienne libre et des YPG dans voilà le cadre de cette internationalisation du conflit en 2014? Du coup, c'est deux situations très très différentes parce que l'armée syrienne libre est en lutte contre le régime et pour défendre les localités de l'insurrection syrienne, doit aussi lutter contre l'État islamique. Le YPG, donc la branche armée du PYD, c'est une situation plus complexe. Certains parlent de neutralité du PYD vis-à-vis de l'insurrection et de sa répression, d'autres d'alliance avec Assad. La vérité est entre les deux, en fait. En 2011, au début de l'insurrection, donc le PYD obtient du régime le retrait des territoires du Rojava, la région kurde de la Syrie. Et on observe peu après des arrestations, certains remis au régime, comme l'explique Arthur Kenney, par exemple, d'activistes anti-Assad par des membres de l'YPG. Des manifestants anti-Assad, des manifestations anti-Assad ont été réprimées. Il est arrivé que les YPG tirent sur la foule, par exemple à Mouda en juillet 2013. Cela dit, les YPG se sont aussi battus contre l'État islamique aux côtés de l'armée syrienne libre. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y avait d'autres organisations kurdes opposées au régime et opposées au PYD, notamment regroupées dans le Conseil national kurde, et que pour ces organisations-là, ça a été très compliqué, notamment vis-à-vis de la structuration de l'opposition à Assad, parce qu'il y a quand même une vraie influence du nationalisme arabe et une difficulté à intégrer les Kurdes et à accepter leurs revendications, que ce soit notamment les revendications d'autodétermination, de renommer la République arabe de Syrie en République de Syrie, pour que ce soit la République de tous ses citoyens et pas seulement des Arabes. Et tout ça, ça fait que petit à petit, les Kurdes, même ceux qui étaient très critiques du PYD et beaucoup plus opposés à Assad que le PYD, se sont retrouvés proches du YPG, notamment parce que ce sont eux qui ont défendu les Kurdes et notamment les Yézidis contre l'État islamique. Et dans ce contexte-là, c'est surtout ces forces-là, donc des YPG, qui ont été choisies par l'OTAN pour lutter contre l'État islamique. Et l'avantage, en fait, du point de vue de l'OTAN, c'était que ça permettait de lutter contre l'État islamique et seulement contre l'État islamique, alors qu'un soutien beaucoup plus franc à l'armée syrienne libre aurait impliqué de chercher à faire chuter Bachar al-Assad. Et ça n'a pas été la ligne des États-Unis. La ligne des États-Unis, ça a été de, par exemple, soutenir l'armée syrienne libre pour qu'elle reprenne du terrain. Par exemple, en 2014, quand Assad commençait à avancer sur le terrain, il y avait dans ces moments-là des financements à l'armée syrienne libre et de l'armement, etc., qui étaient envoyés pour remettre un peu en difficulté le régime et pour le forcer à négocier. Puis une fois que l'armée syrienne libre reprenait un peu de terrain, le soutien américain s'arrêtait, quoi. La stratégie des États-Unis, ça n'a pas été d'anéantir Assad, ça a été de chercher à l'affaiblir et de le forcer à négocier, ce qui n'a pas marché, quoi. Et donc en 2014, c'est donc les YPG qui vont être la principale force alliée à l'OTAN contre l'État islamique. La bataille emblématique, c'est celle de Kobané, qui est une ville kurde prise par Daesh, évitée de ses habitants. Et c'est la première intervention de la France. C'est à ce moment-là donc que les YPG vont devenir assez importants auprès des Kurdes de Syrie, en même temps que, comme je l'ai dit, ils ont de plus en plus de difficultés à se retrouver dans l'insurrection syrienne qui les prend relativement peu en compte. Et l'alliance qu'ont les États-Unis avec les YPG leur fixe deux conditions. Premièrement, que leur armée soit multiethnique, et le fait que cette armée-là ait 100 000 hommes. En échange, il y a donc l'intervention de l'OTAN contre Daesh en lien avec les YPG, du financement, de l'armement, des bombardements, etc. Les YPG, donc, ils s'élargissent en créant les forces démocratiques syriennes pour y intégrer d'autres que des Kurdes, et ils vont donc conquérir des zones arabes et recruter des soldats. Il y en a qui font aussi volontairement allégeance, par exemple dans la région d'Idlib ou autour d'Alep, des groupes donc arabes de l'armée syrienne libre qui sont attaqués par le Nosra, donc Al-Qaïda, quittent l'armée syrienne libre parce qu'elle est trop faible pour les protéger, ils passent du côté des YPG pour avoir la protection des États-Unis, quoi. C'est le cas de la brigade des révolutionnaires de Raqqa aussi, quoi, qui a fait allégeance à Al-Nosra pour se protéger contre Daesh, mais qui a fui
et qui s'est réfugié au Rojava et qui a fait alliance avec les YPG, quoi. Faut dire quand même qu'après avoir combattu avec l'armée syrienne libre contre l'État islamique, le PYD passe à ce moment-là une alliance avec la Russie qui intervient massivement contre l'armée syrienne libre, et que les YPG reprendront le nord d'Alep, Tel Rifat, etc., et que ces interventions-là se feront au bénéfice du régime. Et en fait, tout ça, c'est à la fois une intervention occidentale qui a été en fait vraiment désastreuse à tout point de vue. Déjà, les conditions qui ont été fixées par l'OTAN au PYD, c'est des choses qui ont été vraiment à rebours des luttes pour l'autodétermination des Kurdes. En fait, le PYD n'a eu un financement et un soutien que militaire et absolument pas politique. C'est-à-dire que, contrairement à ce que dit un certain discours politique et une certaine propagande, la politique du PYD était essentiellement militaire. Aussi, le PYD est allé beaucoup plus loin que les régions kurdes dans son intervention, en participant, par exemple, à la reprise de Raqqa, de Manbij, de toute la région à l'est de la Syrie. Dans ces localités-là, très majoritairement arabes, la présence a été très mal comprise par la population. Enfin, ces forces kurdes-là ont été souvent perçues comme des occupants. Tout ça, ça nous mène en fait à la situation actuelle qui est complètement tragique. Du coup, il faut savoir que là, on enregistre cette émission-là le 23 octobre, on a un contexte encore de guerre de la Turquie contre les Kurdes, et pas seulement contre les groupes des YPG, vraiment une guerre contre le peuple kurde avec des prises pour cible des civils notamment. Et en gros, après cette utilisation des YPG par la coalition internationale, ce qui se passe, c'est que, comme un certain nombre des milieux de l'opposition syrienne s'y attendaient, l'administration du Rojava par le PYD est complètement lâchée. Ces régions-là sont donc attaquées et détruites, et leurs institutions détruites par l'offensive turque. Et le PYD, après avoir joué un jeu assez ambivalent et ambigu, en étant complètement acculé, se retrouve à remettre un certain nombre de régions au régime. Du coup, le régime d'Assad, là, en octobre 2019, a repris plus de territoire que ces dernières années. Les villes de Manbij et de Raqqa semblent avoir été remises au régime, à Deir ez-Zor aussi. Il y a une opposition de la population, il y a eu dans les premiers jours des grèves, etc., avec aussitôt après des arrestations des grévistes par le régime, quoi. Et du coup, on se retrouve dans une situation complètement tragique où, d'un côté, l'anéantissement de l'insurrection syrienne fait que des pans entiers se retrouvent transformés en sorte de mercenaires de l'État turc, et que de l'autre côté, les YPG, après leur alliance et avec la Russie et avec la coalition internationale, les interventions de la coalition internationale et de la Russie qui ont quand même plutôt fait le jeu du régime, les YPG semblent être complètement défaits par l'offensive turque maintenant, et cette offensive turque est là complètement utilisée maintenant par la Russie et par le régime, qui en profite pour reprendre les terres tant arabes que kurdes qui étaient avant occupées par le PYD. Oui, et tout ça, ça montre bien que effectivement, à partir de 2014, on passe véritablement dans une phase de guerre internationale où effectivement, il y a très peu de place pour une dimension révolutionnaire, quoi qu'on en ait dit à propos du Rojava. On passe effectivement dans un jeu complexe d'alliances, de retournement d'alliances, etc., et qui au final vont aboutir très probablement au cours des prochaines semaines, d'ici la fin 2019, donc à une reprise en main de la totalité du territoire par le régime de Bachar al-Assad et ses alliés, avec au nord une zone de sécurité d'une 30aine de kilomètres au service de la Turquie, qui pourra ainsi couper entre guillemets le monde kurde en deux, ce qui affaiblira également énormément la résistance kurde en Turquie, ce qui est évidemment pas de très bon augure. Quels que soient les reproches qu'on ait à faire effectivement vis-à-vis du PYD et du PKK,
sa stratégie n'aura finalement pas été gagnante et finalement ils vont être aussi parmi les vaincus de ce conflit, alors même que la situation était moins nette il y a quelques années, où au contraire ils pouvaient apparaître comme des vainqueurs justement de ce conflit, avec voilà cette jolie carte qu'on voyait où tout le nord-est de la Syrie était en jaune. Après, peut-être pour revenir sur la question de la révolution. Ce qu'il faut dire, c'est que même, malgré les défaites, en fait, on est dans une situation assez particulière en Syrie en ce moment, parce que les révolutionnaires syriens sont extrêmement faibles, même s'il y en a qui tentent encore de défendre l'organisation civile du mouvement. Par exemple, encore, je parle en octobre 2019, encore des hôpitaux clandestins, des écoles souterraines, de temps en temps des manifestations. On voit, du coup, je disais, là, contre la reprise des villes par le régime suite à la défaite des YPG. Il y a eu des mobilisations à Manbij, à Deir ez-Zor. C'est compliqué de voir ce que ça peut donner. Et de l'autre côté, le régime, lui aussi, extrêmement faible sans ses alliés, en fait. Il peut plus exister sans soutien extérieur. L'armée régulière, elle est très faible. Par exemple, les troupes qui sont envoyées à Raqqa, c'est pas des divisions régulières, c'est des milices privées. Le régime ne peut plus exister aujourd'hui sans le soutien de l'Iran et de la Russie. Et en fait, ce qu'on assiste, c'est juste au spectacle des négociations entre différents États pour organiser le partage et la transition des différentes zones d'influence, quoi. La position de la Russie, elle est clairement renforcée. Il y a une longue histoire de présence russe en Syrie. C'est la seule base navale en dehors de la Russie, par exemple. Il y a des milliards d'armes et de munitions qui ont été fournies. À Dera, on sait que le centre de surveillance, il est exploité par l'enseignement russe, quoi. L'Iran est renforcé aussi, même si la situation iranienne, elle est quand même assez compliquée, ne serait-ce qu'à l'intérieur du pays, où l'expansionnisme iranien, il déclenche des tensions. On sait qu'il y a aussi tout un discours nationaliste en Iran, justement, sur le fait que le régime iranien devrait s'occuper des Iraniens et ne pas intervenir partout, notamment quand on voit comment, par rivalité entre États, notamment avec les États-Unis, ça déclenche la mise en place de sanctions contre l'Iran qui affaiblissent le niveau de vie de la population. Le Hezbollah, donc, qui est allié à l'Iran, est aussi divisé en interne sur l'opportunité d'y être à ce point féodé à l'Iran. Et de l'autre côté, dans l'autre camp, la Turquie allait renforcer genre un truc qui est très paradoxal, parce qu'en fait, la Turquie a misé sur l'opposition Assad, elle a misé sur un camp qui a complètement été défait, mais elle a réussi à reprendre en main ce camp-là, à totalement en féodaliser une partie, transformer des brigades qui avaient été révolutionnaires en ensemble de révolutionnaires. Non, la Turquie a réussi maintenant à transformer en fait des brigades qui étaient anciennement révolutionnaires en un ensemble de mercenaires qu'elle a utilisé dans une campagne contre les Kurdes qui n'avait pas grand-chose à voir avec la révolution, c'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, la Turquie arrive à quand même sortir renforcée d'une guerre qu'elle a perdue au début en soutenant le camp contre Assad qui a complètement été défait. Et notamment, elle en sort renforcée du fait des rencontres entre Erdogan et Poutine sur l'avenir de la Syrie et du fait d'avoir réussi à prolonger en Syrie maintenant sa guerre contre les Kurdes, quoi. Et le régime, évidemment, essaye de se maintenir et de maintenir sa position dans ce cas-là, même si, comme j'ai dit, il peut plus exister sans ses alliés et sans l'influence des différents États. Mais, par exemple, on sait que la France est en train de négocier avec la Syrie les conditions pour reconnaître les prochaines élections présidentielles, où on sait que la Ligue arabe, au moment où elle a condamné l'offensive turque au Rojava, elle a aussi invité le régime d'Assad à revenir siéger au sein de la Ligue arabe, quoi. Ouais, donc effectivement, on voit que d'une certaine manière, on en revient à une espèce, non pas de statu quo, mais que voilà, finalement, on va avoir une espèce de partage des fruits d'une espèce de victoire à la Pyrrhus pour le régime, avec bon la Turquie qui certes
n'a pas réussi à installer un gouvernement pro-turc à Damas, mais qui a eu sa zone d'exclusion de 30 km, qui a énormément affaibli le PKK-PYD, qui se trouve associé avec la Russie, disons, aux destinées de la Syrie, et qui finalement a quand même réussi à affaiblir énormément le régime d'Al-Assad. L'Iran est également un des vainqueurs du conflit, hein, puisqu'il a réussi à s'implanter. On parle même maintenant du fait que de l'Iran à la Méditerranée, il y a donc une fameuse route qui, du coup, d'une certaine manière, constitue ce qu'on peut appeler une espèce d'arc chiite, puisque l'Irak est gouverné par un gouvernement pro-iranien, chiite, l'Iran, bon, évidemment, et puis maintenant la Syrie également, et puis il y a même le Hezbollah au Liban. Donc effectivement, ce qu'on a appelé l'axe chiite, qui en réalité n'a pas beaucoup de sens, puisque les alaouites n'ont jamais été reconnus par les chiites, avant très récemment comme autre chose qu'une espèce de secte hérétique, hein, c'est la même chose de la part des sunnites. Voilà, ce qu'on appelle par commodité l'axe chiite sort un vainqueur voilà, de cette guerre, et voilà, les perdants entre guillemets, c'est comme très souvent dans les guerres, c'est les populations civiles. Et ça, le fait que les grands perdants, ce sont les populations civiles, et que depuis 2012, ce sont les grandes perdantes, ça, c'est quelque chose que très souvent, qui n'a pas été si présent que ça dans la gauche et l'extrême gauche, à part sur un mode un peu de temps en temps un peu émotionnel, voilà, comme on voit dans les médias mainstream, les pauvres Syriens, et où finalement la gauche et l'extrême gauche c'est plutôt focalisé sur une lecture voilà, qu'on peut qualifier de campiste ou d'anti-impérialisme des imbéciles, en reprenant l'expression de Leila Hachami dans un article de Solitude Intangible, puis qu'on retrouvait déjà dans son livre Burning Country. Donc est-ce qu'on peut revenir sur voilà, ce campisme de la gauche et de l'extrême gauche française, qui a complètement ignoré notamment l'insurrection syrienne, et puis en partie le sort des populations depuis 2011, à part quand elles étaient menacées par Daesh, en gros. Hein. Bah, ouais, en fait, à gauche, il y a quand même quelques exceptions, quoi. Il y a à la fois une gauche social-démocrate qui a lancé des appels contre le dictateur Assad, etc., au nom des droits de l'homme. Et il y a après un peu l'extrême gauche qui a, pour certains, manifesté ou exprimé plusieurs fois son soutien aux révoltes populaires en Syrie, par exemple en France le NPA, ou au début de l'insurrection alternative libertaire. À part ça, c'est pas grand-chose, quoi. Et souvent, je pense que c'est quand même lié à une méfiance envers l'opposition à Assad dans un pays qu'on connaît peu, et aussi un très très vieux logiciel politique qui est lié à une vision complètement réductrice de ce que serait l'anti-impérialisme, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une définition totalement binaire de l'impérialisme, où quand on parle d'impérialisme, on pense aux États-Unis, alors que là, on voit qu'il y a quand même eu des interventions russes, iraniennes massives pour protéger la dictature d'Assad, et aussi une vision des États-Unis qui est assez fantasmée. C'est-à-dire qu'on va plaquer une vision des interventions américaines qui est quand même assez datée, quoi. On va imaginer que les États-Unis sont toujours en train de faire des interventions au Moyen-Orient, comme ils l'ont fait par exemple en Irak, c'est-à-dire la destruction totale d'un régime pour en recréer un autre, alors que, comme on l'a vu là, c'est pas ce qui s'est passé en Syrie, quoi. Ça a été une manière de chercher à affaiblir un régime, de créer des liens avec l'opposition et d'essayer de forcer le régime à négocier avec. Et ça a été aussi ensuite une focalisation sur l'État islamique, c'est-à-dire que l'intervention réelle des États-Unis dans la situation en Syrie n'a pas été celle contre Assad, qui a été fantasmée par toute une partie de la gauche, quoi. Et il me semble qu'il y a un réel fantasme donc sur l'hégémonie américaine, et souvent un réflexe chez quelqu'un comme Mélenchon, par exemple, de prendre le contre-pied, quoi, des États-Unis, et de coup de soutenir un régime s'il est opposé aux, aux États-Unis. Et c'est ce qui fait que, par exemple, une partie de la gauche s'est vue avoir, par exemple, ce qu'on a appelé les printemps arabes comme une manipulation extérieure, voire un complot. Et
certains, comme par exemple Michel Colomb ou Saïd Bouamama, quand même, qui par ailleurs est quelqu'un qui a écrit un certain nombre de trucs très intéressants sur l'histoire coloniale de la France, sur l'immigration en France, sur le racisme en France, etc. Et là, très ironiquement, il a un discours sur la Syrie qui est le même que celui de ses ennemis d'extrême droite, en fait. Il a par exemple dit il y a un an que Bachar al-Assad avait rendu un grand service à l'humanité, quoi. Parce que dans son idée, le soulèvement en Syrie était le fait une volonté de déstabilisation des États-Unis et que donc c'est très bien que ce complot ait été contrecarré. Et par exemple, des arguments qu'on voit souvent de la part de ces gens-là, qui se retrouvent à voir les printemps arabes comme des complots, c'est par exemple en faire des caisses sur le fait que les États-Unis ont essayé de placer leurs pions dans l'opposition en Égypte, y compris sous Moubarak. Et par exemple, dans certains discours, il y en a qui en font des caisses sur les 250 millions de dollars qui ont été dépensés pour former des futurs leaders de la démocratie égyptienne. Mais ce discours-là, par exemple, oublie de dire que dans le même moment, les États-Unis ont dépensé 9 milliards de dollars pour financer l'armée égyptienne. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'est fantasmé, les États occidentaux ne cherchent pas à créer le chaos. Ils cherchent à maintenir une stabilité, maintenir une vie économique, soutenir des régimes quand c'est possible, puis les lâcher quand ça devient plus possible de les soutenir et essayer de maintenir une transition avec des gens qui vont aller dans leurs intérêts, quoi. Et c'est ni plus ni moins que ça, quoi. Oui, et c'est aussi lié au fait que aujourd'hui, on n'est plus dans le monde de la guerre froide, et donc en fait tous les régimes sont de facto des régimes capitalistes néolibéraux qui participent au marché mondial, et donc les États-Unis n'ont plus intérêt, comme c'était le cas auparavant, à essayer d'ouvrir de force des pays pour les faire rentrer dans ce marché mondial et les ouvrir aux capitaux américains auxquels ils étaient fermés. On va dire que d'une certaine manière le régime irakien était une espèce de dinosaure par rapport à ça, qui était relativement fermé aux intérêts américains. Bon, pas aux intérêts étrangers en général, hein, puisqu'il y avait beaucoup d'intérêts français là-bas, ce qui explique d'ailleurs en partie l'opposition de Chirac en 2003 à l'invasion de l'Irak, pas forcément pour des motifs très sympathiques. Hein. Et puis, voilà, et donc du coup, on ressuscite un campisme qui date de l'époque de l'URSS, où on fantasme des guérillas marxistes-léninistes à l'autre bout du monde, qui sont pas forcément très sympathiques, qui peuvent être autoritaires, coupables de crimes de guerre, etc. Et puis on soutient des États forts, voilà, qui étaient liés au camp soviétique, quand bien même c'était des dictatures qui opprimaient leur prolétariat, même s'ils s'en prétendaient les représentants. Et donc voilà, on est vraiment, comme tu dis, dans un logiciel très périmé, qui est le logiciel de la guerre froide, où le problème, c'est l'oncle Sam, le grand Satan américain, et en face, il y a les valeureux anti-impérialistes, voilà, qui est un problème récurrent dans la gauche. Voilà, c'est quelque chose qui traverse tout le spectre, voilà, de la gauche et de l'extrême gauche, ce campisme suranné qui a fait beaucoup de mal à la révolution syrienne et qui a été finalement assez peu soutenu, à quelques exceptions prêtes, dont tu parlais. Non, et en fait, ce qui est frappant, c'est que tout en ayant un logiciel souvent assez proche de la guerre froide, c'est-à-dire en s'étant énormément méfié de l'insurrection en Syrie, parce qu'en plus c'était juste après l'intervention de l'OTAN en Libye, quoi. Et du coup, à ce moment-là, la volonté de l'OTAN en Libye de reprendre en main la situation, de faire chuter Kadhafi et de mettre des gens plutôt proches des États et des multinationales occidentales au pouvoir. Pas mal de gens en France se méfiaient de l'insurrection en Syrie en ayant peur que ce qui nous était présenté comme une grande insurrection civile soit juste une manière pour l'OTAN de préparer le terrain à une intervention militaire, à une sorte de complot et d'un changement de régime par le haut. Et ce qui est frappant, c'est encore une fois, c'est que quand il y a eu le développement de l'État islamique et des attentats en Europe, à ce moment-là, les interventions occidentales effectives, et pas celles craintes, celles qui ont vraiment eu lieu,
ont été très très peu critiqués, quoi. Et c'est par exemple à ce moment-là qu'on a vu fleurir des slogans comme Fuck ISIS, Support PKK, que on a considéré que l'engagement de volontaires occidentaux dans un bataillon international des YPG contre l'État islamique en lien avec l'OTAN, c'était une intervention antifasciste. Et c'est quelque chose qui quand même pose question, quoi. De la part d'une extrême gauche qui, par exemple, avait manifesté contre la guerre en Irak, dans des manifestations qui sont quand même très très peu suspectes d'être un soutien à Saddam Hussein, ce qui montre qu'on peut tout à fait critiquer et l'OTAN et les forces ou les États contre lesquels intervient l'OTAN. C'est pas du tout ce qui a été fait là. Et par exemple, la gauche a dit très peu de choses sur les crimes de guerre commis notamment par l'OTAN et dans une moindre mesure par les bataillons des YPG. Et ça, c'est pourtant des choses qui ont été documentées, par exemple par Amnesty International, qui compare quand même la prise de Raqqa au bombardement sur Dresde, parle de milliers de morts civiles sous les bombes de l'OTAN. Et la gauche a relativement peu analysé la manière dont cette intervention de l'OTAN avait encore une fois favorisé un retour du régime, parce que in fine, c'est quand même le régime d'Assad qui se retrouve à prendre les localités qui avaient été celles de l'insurrection, puis reprises par Daesh, et maintenant c'est la Russie et le régime qui sortent vainqueurs et qui reprennent ces localités-là. Et dans un contexte où en Syrie, cette intervention occidentale a été énormément critiquée par la population, à la fois du fait des crimes de guerre, du fait des bombardements de populations civiles, et aussi du fait de s'en prendre uniquement à l'État islamique et pas au régime d'Assad, qui, encore une fois, est celui qui a profité de la situation. Oui, alors peut-être pour conclure cette émission, il faudrait maintenant peut-être conseiller un certain nombre voilà d'ouvrages et de films, parce qu'évidemment on ne peut pas tout dire en 2 émissions en l'occurrence, et encore moins en une. Donc moi je recommande de nouveau donc Burning Country de Leila Al-Shami et Robin Yassine Kassab, qui a été vraiment un ouvrage lumineux pour moi pour comprendre voilà ce que ça a été que la révolution syrienne. Mais toi tu as tout un tas d'autres livres à conseiller, et puis également de films. Il y a un livre collectif sur la Syrie qui s'appelle Sur la révolution syrienne. C'est à la fois des extraits de blogs sur la révolution syrienne, des interviews de révolutionnaires syriens, des tribunes d'intervention au fur et à mesure de l'évolution de la situation sur place qui ont été compilées du coup dans ce recueil. Je peux juste vous lire 2 phrases de présentation du bouquin par l'éditeur qui dit: «Il s'agit de faire pièce aux calomnies de droite comme d'extrême gauche, qui nie qu'un soulèvement à caractère révolutionnaire a aussi eu lieu en Syrie. Celui-ci ne peut être réduit ni à une sédition djihadiste, ni à une révolution bourgeoise au service des intérêts américains.» Toujours sur la révolution civile, donc il y a le bouquin de Majd al-Dik qui s'appelle À l'est de Damas et qui est sous-titré Témoignage d'un révolutionnaire de la Ghouta. C'est un livre en français. Majd al-Dik maintenant il vit en France. C'est donc un révolutionnaire syrien originaire donc du quartier de la Ghouta qui a été à la fois emprisonné, torturé en prison par le régime après les premières manifestations, et qui, à sa sortie de prison, s'est de nouveau investi dans la révolution syrienne et qui a été extrêmement actif dans les comités locaux de coordination, quoi. Et du coup, dans son bouquin, il raconte à la fois les premières manifestations, la répression, la torture, l'organisation civile à la Ghouta, la manière dont ces comités-là se coordonnent, maintiennent la vie sous occupation, essayent de mettre en place des structures démocratiques, tout en étant sous pression de la part de groupes armés issus de l'opposition qui cherchent à reprendre cette situation-là en main, etc. Et c'est vraiment un livre passionnant pour ça, quoi. Il y a, du coup, sur ces comités-là, les comités locaux de coordination en Syrie, il y a une brochure qui est trouvable sur Internet, qui est d'Abou Kamel. Abou Kamel, c'est du coup un militant syrien qui a participé à la mise en place de ces comités locaux de coordination, qui est maintenant décédé, comme beaucoup de personnes. Cette brochure donc là s'appelle Sous le feu des snipers, la révolution de la vie quotidienne, donc sur la mise en place des comités locaux de coordination. Et pour avoir un panel plus général de la révolution syrienne et la guerre civile en Syrie, donc il y a 2 bouquins. Il y a celui que tu as cité, donc Burning Country, et je pense aussi que s'ils font lien, c'est celui-là. C'est à la fois le récit de la révolution, ça répond aux différentes questions sur les différentes forces en présence, c'est extrêmement complet. On peut aussi lire les tribunes en fait de Leila Hachami, que ce soit l'anti-impérialisme des imbéciles, sur Solitude intangible,
ou son texte à propos de l'offensive turque dans le nord-est syrien, qui est paru sur le site de CQFD, qui à la fois explique la politique du PYD depuis 2011 et aussi comment des brigades issues de l'insurrection se retrouvent maintenant à servir de supplétifs à l'armée turque. Et enfin, un ouvrage collectif qui est celui du CNRS, qui s'appelle Syrie, Anatomie d'une guerre civile, qui est en gros un recueil d'articles de chercheurs, à la fois sur les causes structurelles du soulèvement, mais aussi sur les formes de mobilisation, les agendas des différentes forces politiques, etc. Et du coup, pour les films, peut-être pour les gens qui voudraient un peu visualiser ça au-delà des photographies et des reportages un peu spectaculaires qu'on a vus dans les médias mainstream, sur Alep, etc., qu'est-ce que tu recommanderais? Bah, même dans les médias mainstream, il y a eu des trucs assez intéressants, cela dit, ne serait-ce que sur Arte ou Netflix, quoi. Je pense, pour commencer, sur juste les tout débuts du soulèvement, il y a un documentaire qui s'appelle Le chemin de la liberté, qui interviewe plusieurs Syriens qui ont participé aux toutes premières manifestations et qui raconte du coup ce moment-là et les débuts de structuration de l'opposition. Sur la répression, il y a un documentaire qui avait été diffusé sur Arte qui s'appelle Opération César. En fait, César, c'est un photographe de la police militaire qui a fait fuiter les photos prouvant la torture et la mort sous la torture de plus de 11 000 prisonniers. Il y a 2 documentaires Netflix qui sont vraiment pas mal. Il y en a un qui s'appelle Casque Blanc. Les casques blancs, c'est en fait les Syriens qui, dans le contexte des bombardements sur les zones de l'insurrection, ont auto-organisé le sauvetage des personnes ensevelies sous les bombardements par des civils. Et il y a un documentaire sur Human Rights Watch qui est vraiment pas mal. Ça s'appelle E-Team. Et ça montre en fait comment, du coup, les observateurs de Human Rights Watch travaillent, leur manière de recueillir les témoignages, les croiser, etc. Et en fait, c'est assez intéressant parce que ça montre aussi les débats en intérieur de l'organisation, quoi. Genre notamment les 2 personnes qui se rendent plusieurs fois en Syrie pour documenter les crimes du régime, etc., sont eux favorables à ce que leur organisation demande une intervention occidentale contre le régime, une zone d'exclusion aérienne et pourquoi pas une intervention militaire. Et l'organisation décide de ne pas demander ça en disant que les interventions militaires occidentales peuvent aussi souvent rajouter de l'atrocité à l'atrocité et qu'il n'y a rien qui prouve que ce soit une solution particulièrement désirable. Sur la militarisation du conflit, il y a un documentaire assez subtil de Laurent Lermite et Romain Huette qui s'appelle Après le printemps. En fait, ils ont suivi une brigade du Front islamique et ils montrent vraiment la vie quotidienne de ces combattants-là, aussi la routine, l'ennui dans un contexte de guerre. Et en fait, ça s'appelle Après le printemps pour justement montrer en quoi c'est déjà un autre palier et que c'est plus le printemps syrien, l'insurrection civile, etc., mais que c'est juste la guerre, quoi, à partir d'un moment donné, quoi. Et 2 films qui sont sortis au cinéma ces derniers mois. Il y a une fiction qui est vraiment très bien, ça s'appelle Exfiltré. C'est en fait ça croise énormément d'histoires. Du coup, ça permet d'avoir un truc assez subtil sur la situation de la Syrie. L'histoire, c'est du coup une femme du nord de la France, un peu paumée, un peu naïve, qui rejoint de ses potes engagés dans l'État islamique, qui quand elle arrive pense simplement à repartir et à se faire exfiltrer comme le nom l'indique. Il y a aussi un personnage qui est un blogueur français intéressé par la Révolution, qui se rend sur place, etc., qui a énormément de contacts. Et comme le mari de cette femme qui a rejoint Daesh et le père de ce blogueur-là travaillent ensemble, il va chercher à mettre cette femme en contact avec des révolutionnaires syriens qu'il connaît, et que ce soit des révolutionnaires syriens sur place ou des révolutionnaires en exil, quoi. Et c'est vraiment un film très bien joué aussi, notamment par Kassem Al-Kodja, qui est un Syrien qui vit maintenant en France et qui a été engagé dans les manifestations et dans la révolution syrienne, quoi. Et dernièrement, genre un film qui est sorti il y a peu au cinéma qui s'appelle Pour Sama. C'est sur Alep. Ça, c'est fait par Ouad Al-Kettab, qui est du coup une femme d'Alep, journaliste, dont le mari est médecin. Ils ont été en fait de 2011 à 2016, du coup jusqu'à la toute fin de l'insurrection à Alep. Ils ont fait partie des dernières personnes à avoir dû quitter Alep, quoi. Et du coup, ça montre leur vie à la fois dans les manifestations au début, puis sous les bombardements, puis dans l'hôpital régulièrement bombardé par le régime, etc.
Ok, bah du coup, merci beaucoup pour ces recommandations de lecture et de films. En complément, on peut également réécouter l'émission qu'on a fait avec toi sur l'offensive turque au Rojava, où on avait fait un décryptage et qui s'intéresse plus longuement à la situation au Rojava, puisque là, on s'était quand même plus généralement sur la Syrie. Mais donc, on est allé assez vite sur le Rojava, donc on renvoie vraiment à cette autre émission. On renvoie également aux autres articles que tu as coécrits et également toute une série de liens qu'on trouvera sur le site de Sortir du capitalisme avec notamment des témoignages de révolutionnaires kurdes qui relatent un récit un peu différent de celui qu'on entend habituellement à l'extrême gauche au sujet du PYD et puis également des révolutionnaires engagés dans la Syrie qui nous font voir quelque chose qu'on n'a pas assez vu en Occident. Et on va peut-être pas finir cette émission sur un mode lyrique en dédiant cette émission à ceux qui sont morts pour cette révolution. Mais je pense que il fallait au minimum leur rendre justice, ce qui n'a pas été souvent fait dans l'extrême gauche ou dans le discours mainstream en Occident. Et donc, c'était important un peu de rééquilibrer à l'intérieur de la gauche et de l'extrême gauche, et puis plus généralement dans la société française, la vision qu'on avait de ce qui s'est passé en Syrie depuis 2011. Donc, on te remercie, Vivian, d'avoir de tout ce que tu nous as dit sur ce qui s'est passé en Syrie depuis 2011. Donc, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé de la Syrie. Bah, merci à vous d'avoir préparé cette émission, évidemment, de m'avoir donné la parole. Et oui, c'est à peu près pour les mêmes raisons que ça me paraissait important de le faire. À la fois au moment où la population est écrasée et où le régime revient en force, ça me paraît assez indécent de réduire cette révolution-là à une sorte de complot extérieur ou de réduire les habitants sous les bombes à juste un ramassis de djihadistes. Et évidemment, je pense qu'on a toujours à apprendre des différentes expériences révolutionnaires, à la fois dans ce qu'elles ont de lumineux et de tragique. Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Une société raciste n'est pas la collection composite de groupes hétérogènes, mais fonctionne suivant un système de relations entre groupes de pouvoir inégal. Non, la race n'existe pas. Si, la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités.